Alors bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo sur le dossier numéro 3, donc le dernier de ce chapitre-là, entre déviance et délinquance. Donc j'espère que le confinement se passe bien pour tout le monde et que vous faites quand même de l'exercice pour pas revenir avec 10 kilos de plus. Donc on y va, deux parties dans ce dossier, la différence entre déviance et délinquance, et enfin dans le grand B, la délinquance difficile à mesurer. Donc, deux objectifs d'apprentissage sur ce dossier, comprendre et illustrer la distinction entre déviance et délinquance. Et deuxième objectif d'apprentissage, comprendre et illustrer les difficultés de mesure de la délinquance. Donc, premier document, l'objectif, c'est donc de définir ce qu'est la délinquance. Donc là, il faut savoir que un acte déviant, une personne déviante n'est pas forcément un délinquant. Donc, qui dit déviance ne dit pas forcément délinquance. La délinquance n'est qu'une forme de déviance. Et évidemment, un acte délinquant, c'est forcément un acte où la norme juridique a été transgressée par un individu. Donc ici, vous aviez trois types d'infractions, les contraventions, les délits et les crimes. Donc on vous demandait ce qui différenciait justement en droit une contravention, un délit et un crime. Donc là, évidemment, ça va être le montant de l'amende, donc le type d'acte au niveau de sa gravité. Ensuite, en fonction de la gravité, un niveau de peine qui va être crescendo, le nombre de peines de prison, le montant de l'amende, etc. Ensuite, il fallait donner quelques exemples. Donc, exemple de contravention, exemple de délit, exemple de crime. Alors moi, je vous ai mis ces exemples-là. Ensuite, vous mettez vos propres exemples. Donc, exemple lié à une contravention, on en a déjà parlé aussi, stationnement sur emplacement handicapé. D'accord? Là, ça va être une simple contravention. Ensuite, au niveau des délits, alors moi j'ai pris l'exemple de l'homicide involontaire. Imaginons un cambrioleur pris en flagrant délit par un propriétaire. Suite à une bagarre, le cambrioleur meurt. Il s'agit bien ici d'un homicide involontaire, donc ça va être dans la catégorie des délits. Par contre, si il s'agit d'un meurtre prémédité, donc là forcément on va être dans la catégorie crime. Comment le droit signale-t-il au délinquant la gravité de son acte? Bah, tout simplement par la sanction qu'il va encourir, qu'il peut encourir, la durée de sa peine de prison ou encore le montant de l'amende. D'accord? Donc là, vous avez bien ce qu'est la délinquance et puis l'échelle en fonction des infractions. Document 2, l'objectif était de comprendre la délinquance. Donc, qui sont les délinquants? Donc là, on a une photographie du type de délinquant en fonction de l'âge, donc surtout des jeunes, entre 18 et 20 ou 20 à 25 ans, et puis surtout des hommes en majorité. D'ailleurs, on vous demandait de calculer, en France en 2016, parmi les condamnés pour crimes ou délits, quel pourcentage représente des hommes par rapport aux femmes. Donc là, de nouveau, le savoir-faire que vous devez maîtriser, la formule du pourcentage de répartition. Sous-ensemble divisé par ensemble, multiplié par 100. Donc vous faites ça, votre ensemble forcément vous l'avez en orange ici. Et puis là dans un premier temps, le sous-ensemble qui nous intéresse c'était les hommes, puis l'autre sous-ensemble qui va nous intéresser, ça va être celui des femmes. Donc suite à ce calcul, vous devriez avoir normalement comme résultat 89,6% des condamnés pour crime en 2016 en France étaient des hommes contre 10,4% de femmes. Ensuite, montrer que la délinquance dépend de l'âge et du sexe des individus. Donc là, il fallait faire un petit paragraphe argumenté, comme d'habitude, sous forme d'AEI. Donc moi, je ne l'ai pas fait, mais vous savez très bien le faire en vous servant des chiffres que vous avez sous les yeux, là. Vous faites un petit paragraphe tout simple, hein. La délinquance dépend de l'âge et du sexe des individus. En effet, la majorité des individus condamnés pour crimes ou délits sont majoritairement des individus âgés entre 18 et 25 ans, et pour la plupart, ce sont des hommes. En effet, donc là vous reprenez les chiffres après, hein, presque 90% des condamnés en France sont des hommes, tout simplement. Ensuite, comprendre qui peut être délinquant. Parce qu'évidemment, lorsqu'on évoque le délinquant, donc lorsqu'on
on fait un portrait robot du délinquant type, on a tendance à y mettre effectivement quelqu'un de jeune et issu d'un milieu social défavorisé, un individu qui a été mal socialisé entre guillemets et qui du coup bascule dans l'acte déviant, l'acte délinquant. Mais pour autant, il existe ce qu'on appelle la délinquance en col blanc, et là qui peut concerner les individus qui transgressent une norme juridique et qui sont issus d'un milieu social favorisé, qui occupent des emplois, qui peuvent occuper des emplois haut placés, d'où le terme col blanc qui fait référence aux individus qui vont travailler par exemple en mettant chemise ou costume cravate. Alors, au niveau des questions, je vais pas revenir sur les deux premières. Donc là, c'est au niveau du texte, au niveau de la compréhension de texte. Vous aurez de toute manière la réponse. Par contre, au niveau des illustrations, donnez un autre exemple de délinquance en col blanc. Donc moi, je vous donne l'exemple suivant. Après, vous pouvez très bien en trouver d'autres par vous-même. On voit souvent cette délinquance en col blanc au niveau des hommes politiques, hein, et notamment au niveau de la fraude fiscale. Donc, exemple, le couple Balkany. Vous avez peut-être entendu parler du couple Balkany, on entend souvent parler dans les informations, qui a été condamné pour fraude fiscale. Alors ensuite, toujours par rapport à cette histoire de fraude fiscale, euh, c'est l'exemple le plus parlant à mon sens, hein, pour la délinquance en col blanc. Donc ça peut être le cas d'un individu qui ne déclare pas l'ensemble de son patrimoine au service des impôts. Il sera condamné si la fraude est prouvée lors d'un contrôle fiscal. Donc là encore, délinquance en col blanc. Ensuite, la délinquance est un acte difficile à mesurer par les services de police et de justice. Alors, pourquoi y a-t-il une différence entre la délinquance commise et celle enregistrée par les autorités de police? Tout simplement parce que certaines infractions ne sont pas constatées par la police et ou ne donnent pas lieu à une plainte. Donc vous avez les actes que la police va récolter. Donc si la victime porte plainte, là évidemment, la police, la justice récolte justement toutes ces données qui vont pouvoir servir de base à leurs statistiques. Par contre, si la victime ne porte pas plainte, là évidemment, la police bah, ne peut pas enregistrer l'acte délinquant. Pourquoi existe-t-il, deuxième question, pourquoi existe-t-il une différence entre le nombre de plaintes et le nombre d'interpellations? Tout simplement parce que parfois, suite à une plainte, il ne va pas y avoir, donc là il suffit de suivre le schéma, parfois suite à une plainte, il ne va pas y avoir de suspect identifié. Donc exemple, plainte pour propos racistes, mais si le suspect ne peut pas être identifié parce qu'il n'y a pas eu d'image ni de témoin, etc. Donc là, ça va être délicat pour la police d'interpeller un individu. Ensuite, pourquoi existe-t-il une différence entre le nombre d'interpellations et le nombre de condamnations? Une personne interpellée n'est pas forcément condamnée. Donc là, on le voit ici. Je vous donne l'exemple de l'homme politique Dominique Strauss-Kahn, qui, il y a quelques années de ça, avait été interpellé suite à l'accusation de viol d'une employée d'un hôtel lorsqu'il était aux États-Unis. Et le procès a abouti sur un non-lieu. Donc il a été suspecté, interpellé, mais non condamné. Ensuite, quels facteurs peuvent expliquer la différence entre le nombre d'actes délinquants et le nombre de condamnations? Les différents facteurs sont les suivants. Un acte délinquant peut être constaté ou non. Un acte délinquant peut donner lieu à une plainte ou non. Un acte délinquant peut aboutir à un non-lieu ou être abandonné car il n'y a eu aucun suspect d'identifié, par exemple, etc., etc. Toutes ces statistiques que ne peuvent pas récolter ou enregistrer la police et la justice, c'est ce qu'on va appeler, et on le voit à travers le document suivant, le chiffre noir de la délinquance. Donc ça va être des statistiques, des données sur la délinquance non récoltées par la police et la justice, tout simplement parce que les victimes soit ne portent pas plainte, ou il n'y a pas de suspect enregistré, par exemple.
Donc, qu'est-ce que le chiffre noir? Des statistiques, là vous avez la définition plus précise, des statistiques non enregistrées par la justice ou la police. Ça va être tout ce qui est criminalité cachée car n'ayant pas abouti à une plainte et donc ne pouvant être enregistrées. Je vous donne un exemple. À La Réunion, vous avez énormément de violences domestiques et beaucoup de femmes ou même d'hommes hein, qui sont victimes de ces violences conjugales ne portent pas plainte par peur justement des représailles. Donc là, à ce moment-là, s'il n'y a pas de plainte, la police et la justice ne peuvent pas enregistrer ces actes délinquants et du coup, ça entre dans ce qu'on appelle le chiffre noir de la délinquance. Question 2, à quoi ce chiffre noir va correspondre? Donc document 2, là je ne l'avais pas précisé, mais il fallait remonter ici. Donc ici, le chiffre noir de la délinquance, ça va être, donc si on se base sur notre définition, ça va être les infractions non constatées par la police et ne donnant pas lieu à une plainte, tout simplement. Alors ensuite, trouve-t-on les accusés à tort dans les statistiques pénales? Les accusés à tort vont faire partie des statistiques pénales parce que, à la base, ces accusés à tort, ben, la police, la justice a dû enregistrer une plainte en amont et par la suite, bah, le suspect en question n'a pas été condamné. Donc il a été innocenté. Mais à la base, la police a dû enregistrer la plainte contre ces accusés à tort. Donc là, ça fait partie des statistiques. Par contre, les secrètement délinquants ne font pas partie des statistiques enregistrées par la police. S'ils sont justement secrètement délinquants, c'est que aucune plainte n'a été déposée contre eux. Alors, que signifie l'expression réaction différentielle du système de justice pénale? Donc là, c'était dans le texte. Donc ça va être le fait que la justice puisse adapter son action, ses réactions en fonction de critères sociaux, économiques, culturels, différents des individus constituant la société. Donc ça va être par exemple ce qu'on avait vu précédemment, le fait que parfois la police aura plus tendance à enregistrer des actes délinquants lorsque l'individu est issu d'une certaine origine ethnique, d'un certain statut socio-économique, alors que la plupart du temps on voyait la délinquance en col blanc, mais parfois les personnes haut placées échappent plus facilement à la justice que les individus justement issus de milieux sociaux plus défavorisés. Alors ensuite, les enquêtes, document 6, les enquêtes de victimation. Comparaison entre enquêtes de victimation et statistiques policières. Alors, donc là, l'objectif, c'est de montrer la différence justement entre parfois le nombre de cas délinquants qui sont avérés et le nombre de plaintes qui vont être enregistrées par la police. Donc là, si vous prenez cet exemple-là, on se rend bien compte que par rapport aux statistiques et aux plaintes enregistrées par la police, il y a beaucoup plus d'actes parfois délinquants qu'il n'y paraît. Donc là, ça concernait le vol de scooters. Donc, nombre de cas selon les victimes. Si vous prenez l'année 2015-2016, quasiment 100 000 vols ou tentatives de vol contre 45 000 plaintes enregistrées par la police. Donc on voit bien l'écart là entre les deux. Troisième question, calculer la part des plaintes enregistrées par la police dans l'ensemble des vols déclarés par les victimes en 2015-2016. Donc la même chose que précédemment, ça va être un calcul d'un pourcentage de répartition, sous-ensemble sur ensemble fois 100. Normalement, vous devez trouver 40%. Donc là, je vous laisserai faire le calcul. Le résultat, en tous les cas, c'est celui-ci. Alors pour terminer, vous aviez un petit exercice, donc là je n'entre pas vraiment dans les détails, hein. Ça reprend un peu ce qu'on a vu au départ, donc distinguer à l'aide d'exemples les normes sociales et les normes juridiques, ça c'était en début de chapitre. Graphique sur le nombre de condamnations selon l'âge à l'aide des données du tableau. Donc là, on se rend compte que plus on avance en âge et plus il existe de condamnations pour filouterie d'aliments, qui consiste au fait de quitter un restaurant sans avoir payé, régler l'addition.
caractériser à l'aide d'exemples chiffrés l'évolution du nombre de condamnations pour filouterie selon l'âge, proposer des explications. Alors à vous de me dire hein, pourquoi. Pourquoi est-ce que plus on avance en âge et plus on tente ce genre de choses? À voir. La filouterie d'aliments est-il un acte déviant, un acte délinquant? Alors, partir sans payer, moi je dirais que c'est les deux, hein, acte déviant et acte délinquant. Là, on transgresse une norme sociale, d'accord? Le fait de manger sans payer si vous allez au restaurant, et c'est à la fois un acte délinquant, à mon sens. Donc voilà la fin de ce chapitre-là. On fera éventuellement une petite évaluation, après à voir si ça comptera ou non dans la moyenne. Donc je vous laisse un peu de temps là pour relire ce chapitre-là, pour le retravailler, et puis on essaye quand même, malgré tout, de mettre en place un petit test. Donc je vous tiens au courant et je vous enverrai tout ça par mail. Donc comme d'habitude, allez sur vos boîtes mail et sur Pronote régulièrement, donc quasiment tous les jours.